Bonsoir mes amis. En 3 mois, le caprice qui m'avait fait acheter une Jaguar, d'autant que j'avais une deuxième voiture, même si elle était immobilisée provisoirement, avait mis mes finances à plat. Une seule fois, elle m'a été utile. Début 1972, je rentre à pied boulevard Saint-Germain. À l'angle de ma rue, je vois une ravissante asiatique avec des bagages qui attend un taxi improbable. Je m'approche. Elle parle anglais. Elle est américaine, d'origine chinoise et doit se rendre à Orly, prendre un avion pour rentrer aux USA. Galamment, je lui propose de la conduire. Ma Jaguar fait bonne impression. Sur l'autoroute, elle m'apprend qu'elle est modèle photo, spécialisée pour ses mains et me les montre. Elles sont admirables, fines et délicates, avec des doigts longs prolongés par des ongles soigneusement taillés et vernis en rouge. Elle m'explique que les grands mannequins n'ont pas toujours de très belles mains. Elle vient alors se positionner derrière elle, cachée pour l'objectif, et avance sa main à la place de celle de la star. Sur la photo, l'illusion est parfaite. Elle se déplace un peu partout dans le monde pour faire photographier ses mains. Chemin faisant, l'attraction réciproque devient de plus en plus grande. Je lui demande si elle est obligée de prendre ce vol. Elle me dit que non, elle peut repartir le lendemain. Arrivé à Orly, je fais demi-tour sans m'arrêter, direction rue Grégoire de Tours. À propos, autrefois, cette rue portait 2 noms différents. La partie dans laquelle j'habite s'appelait rue des Mauvais Garçons. Et l'autre partie, en traversant le boulevard Saint-Germain, rue du Cœur Volant. Le destin ne pouvait pas mieux choisir pour cette partie de ma vie. On va dîner dans un restaurant. On ne s'est pas touché. On rentre, on se couche. Je lui ai prêté un kimono rouge en satin. Elle est adorable. Elle s'allonge, sans qu'il y ait eu le moindre baiser préliminaire, le moindre contact. J'écarte délicatement les pans du kimono, lui embrasse sa jolie poitrine menue et continue de descendre très doucement pour entamer une partie d'amour comme si nous étions de vieux complices. La nuit fut très belle. Le lendemain, je la reconduisis à Orly, pour de bon cette fois. Un accident très grave vient d'arriver sur le chantier. Un ouvrier qui ne portait pas son casque de protection, pourtant obligatoire, a reçu une poutre sur la tête. Fracture du crâne, il en est mort. Du coup, la discipline que je suis chargé de faire appliquer se resserre. Personne ne peut plus entrer sur le chantier sans casque. Un jour, 3 ouvriers veulent entrer sans leur casque. Malgré mes rappels à l'ordre, ils refusent de suivre la consigne. Le ton monte. Je me dirige alors vers la baraque de chantier pour téléphoner à leur entreprise, les 3 sur les talons. Je me retrouve seul dans la pièce, avec ces 3 énergumènes qui ne veulent en faire qu'à leur tête. Ils ont manifestement des mauvaises intentions à mon égard. Je n'en mène pas large. Je ne suis pas rassuré et certain de passer un sale quart d'heure. Heureusement, le chef de chantier, qui avait vu de loin l'altercation, entre et s'interpose. Il est grand, bedonnant, bâti comme un lutteur de foire. Très vite, les 3 trublions se taisent, mettent un casque et vont travailler. Dès qu'ils sont partis, j'appelle leur société. Le lendemain, ils ne sont plus là. J'ai eu chaud quand même. La vie de chantier est peut-être assez mouvementée. Ce satané buggy est encore en panne. Je prends le métro sur la ligne numéro 1. Entre les stations Georges V et Franklin Roosevelt, mon regard croise celui d'une splendide japonaise. Coup de foudre immédiat et réciproque. C'est la seule fois de ma vie où ça s'est passé si vite et si intensément. Le destin. Elle descend à Franklin Roosevelt. Bien que ce ne soit pas ma destination, j'en fais d'autant. Je l'aborde.
Elle parle un français parfait, avec un très léger accent et une voix douce qui la rend encore plus désirable. Masako est très raffinée et cultivée. Elle vient de Kyoto et son arbre généalogique remonte au VIe siècle après Jésus-Christ. Elle appartient à une très grande famille noble et travaille à Paris dans une société d'importation japonaise. On se revoit très vite. C'est la passion. C'est brûlant. C'est fou. Plus personne d'autre n'existe. Il n'y a plus qu'elle. Elle n'est pas toujours disponible, mais on se voit dès qu'elle le peut. Plusieurs fois, je lui propose de passer la nuit avec moi, mais elle ne peut pas. Je respecte sa vie privée et ne lui pose pas de questions. Une fois pourtant, elle me propose de passer tout le week-end avec moi. Je suis fou de joie. Le lundi matin, je l'accompagne à son travail dans mon buggy qui roule bien pour une fois. Au moment où elle va descendre, je vois un jeune type venir de mon côté. Je suis son mari. Je voudrais vous parler. Le ciel me tombe sur la tête. Je l'ignorais. Elle descend. Je gare la voiture et les rejoins dans un café. Son jeune mari, il a 5 ans de moins qu'elle et paraît encore plus jeune et très digne, très fair-play, calme en apparence. Masako, comme beaucoup de japonaises, voulait fuir le Japon et la situation pénible dans laquelle les femmes y sont enfermées. C'est un des pays les plus machos au monde. Arrivée en France, pour pouvoir y rester, il fallait qu'elle se trouve un mari. Seulement, avec la libération des mœurs, les hommes d'expérience qu'il lui aurait fallu ne se mariaient plus. Et elle a donc rencontré ce petit jeune d'une bonne famille bourgeoise, bien élevé, mais sans aucune expérience de la vie et surtout de la sexualité féminine tout en nuances. Avec moi, elle avait trouvé ce qu'il lui fallait. On avait le même âge et beaucoup de points communs. Seulement, on n'était qu'au début de notre relation. Pas encore suffisamment engagés. Je n'habitais qu'un petit studio et elle disposait d'un bel appartement. Il lui demanda de choisir entre lui et moi. D'un côté, l'amour-passion, mais aussi l'aventure. D'un autre côté, l'amour serein et la sécurité. Elle a fait le choix que fait la majorité des gens et préférait la sécurité. J'en fus meurtri, mais réaliste. Je comprenais que je ne pouvais pas lui permettre de vivre avec le même confort. Comme notre histoire n'avait pas duré très longtemps, la blessure ne fut pas trop profonde. Plusieurs jours après, elle me téléphona et m'avisa que sa société avait reçu un lot imprévu de motos qu'elle cédait à un prix très inférieur. Connaissant mon goût à cette époque pour les belles machines, elle me proposait d'en acquérir une, bénéficiant de cette opportunité exceptionnelle en guise de cadeau d'adieu. J'achetai donc une magnifique Kawasaki 350 rouge, la star du moment, une vraie bombe. J'aurais pu choisir une 750, mais j'ai eu un peu peur qu'elle soit trop dangereuse pour moi. J'en profitai pour vendre le buggy. Il marchait bien à ce moment, mais m'avait coûté cher en argent, en temps perdu et en énervement. En 1 an, il y avait eu 5 moteurs. Les moteurs Volkswagen étaient réputés pour leur fiabilité quand ils poussaient une lourde carrosserie. Mais le fait de les faire monter rapidement en régime avec un buggy si léger les faisait vieillir prématurément.